Le Times of Israel parle de la façon dont les Yéménites ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à fermer le port d'Eilat en Israël. Il semble que la semaine prochaine, ils vont fermer le port. Et c'est très important car c'est le seul port israélien sur la mer Rouge. Quand on regarde comment, d'une certaine manière, le Yémen, personne ne parle du Yémen, n'est-ce pas? Parce qu'on a beaucoup d'autres sujets à aborder. Ils ne peuvent pas régler le problème. Je veux dire, vous savez, les États-Unis et Israël ont découvert qu'ils étaient impuissants à soumettre les Yéménites, en particulier les Houthis, pour les mettre sous leur coupe. C'est vraiment une histoire remarquable. Et le peuple du Yémen accomplit quelque chose d'historique. Ils se sont levés et ont affronté militairement ce que certains considèrent comme la première puissance navale et aérienne du monde. Je ne dirais pas nécessairement que les États-Unis sont la plus grande puissance militaire, mais en termes de force navale, ils sont au sommet, et en ce qui concerne la multitude d'aéronefs également. Et nous avons échoué. Malgré, vous savez, la position évidente de Trump, oh, ils ont capitulé. Oh, s'il vous plaît. Et vous savez, Israël est intervenu et les a bombardés. Ils continuent de lancer des missiles vers l'aéroport Ben Gurion et d'autres endroits. Vous savez, je pense que si les Houthis devenaient vraiment sérieux ou pouvaient obtenir une aide supplémentaire de l'extérieur, ils pourraient vraiment infliger des dégâts à Israël. Mais ici, regardez, ils ont forcé Israël à fermer un port parce que personne ne l'utilise, parce qu'ils ne pouvaient pas s'y rendre, parce qu'ils se feraient couler s'ils osaient entrer en mer Rouge. C'est vraiment une histoire incroyable et un hommage au peuple du Yémen. Larry, l'attitude des Yéménites est vraiment incroyable, parce qu'ils sont capables d'absorber toutes ces difficultés et de riposter. Et tu sais, leur patience, c'est remarquable. Cette capacité que je viens de mentionner, c'est ce qui les rend si difficiles à affronter. Je pense que l'une des principales difficultés rencontrées par les États-Unis pendant le conflit, 7 jours, 10 jours, lorsque les États-Unis sont allés en mer Rouge pour s'opposer à eux, c'était bien là le principal problème, n'est-ce pas? Que veux-tu dire par c'était le principal problème? Je ne suis pas sûr de comprendre. Parce qu'ils constataient que les Yéménites ne se soucient pas de la manière dont ils sont frappés. Ils vont réagir quoi qu'il arrive. Ils ne montrent pas la douleur qu'ils ressentent. Ils ne laissent pas la douleur et la souffrance les forcer à se rendre. Je suis sûr qu'ils pleurent. Ils pleurent certainement la perte de vie de leurs concitoyens. Mais ils ne se recroquevillent pas en position fœtale en disant « Oh mon Dieu, nous devons nous rendre. Nous ne pouvons pas endurer cela. » Ils ont vraiment démontré un niveau de courage et de ténacité qui est, vous savez, un peu rappelant pour évoquer l'histoire ancienne, des 300 Spartiates qui ont tenu tête aux hordes de Perses ou de Babyloniens qui arrivaient. Sur le papier, il n'y avait aucune chance qu'ils puissent faire cela. Ils sont peu nombreux, économiquement faibles. Mais il y a quelque chose à dire sur le courage de ces gens et ce qu'ils ont démontré. Et ce n'est pas pour une cause égoïste. Ils restent là et disent « Regardez, ces sionistes assassinent ces Palestiniens, femmes et enfants, chaque jour, jour après jour. » Quelqu'un devait agir, et ils se sont levés pour faire quelque chose. Pendant ce temps, eh bien, en fait, je suppose qu'il y a de bonnes nouvelles venant de Bogota en Colombie. Un groupe de 12 nations, dont la Chine, s'y est réuni, et ils vont commencer collectivement à imposer des sanctions à Israël pour tenter de forcer Israël à un cessez-le-feu, à arrêter les tueries et à permettre l'entrée de l'aide humanitaire. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout. S'ils le font, alors les Houthis du Yémen ne seront plus seuls. Mais c'est à l'honneur des Houthis que leur foi religieuse particulière,
Il y a des gens qui en parlent et d'autres qui la vivent. Et eux la vivent et sont prêts à dire, si nous mourrons, mais nous mourrons en servant Dieu. Il semble que les États-Unis essayent de négocier, essayent d'une certaine manière d'envoyer des signaux à l'Iran pour montrer qu'ils souhaitent négocier. Nous avons appris cela d'Ali Larijani, l'une des figures importantes en Iran, très proche du guide suprême. Que se passe-t-il sur ce front entre les États-Unis et l'Iran? Eh bien, la position de négociation de l'Iran, je pense, est devenue plus claire hier. Il y avait un représentant du ministère des Affaires étrangères qui s'est exprimé sur Press TV, et l'un de mes contacts à Press TV m'a transmis cela. Et vous savez, l'Iran a dit, d'accord, si nous allons discuter, mettons certaines choses au clair. Premièrement, si nous devons être ouverts à l'inspection et à la supervision internationale, alors Israël doit l'être aussi. Parce que nous n'allons pas conclure un accord où vous nous inspectez, mais personne n'inspecte Israël. Non, non. Israël doit être soumis aux mêmes exigences que celles que vous nous imposez. C'est tout à fait juste. Absolument, à mon avis. Ils ont dit, vous savez, qu'Israël doit payer pour les dégâts qu'ils nous ont causés parce qu'ils nous ont attaqués. Nous ne les avons pas attaqués. C'est eux qui nous ont attaqués. Et ensuite, nous allons avoir besoin de garanties inébranlables de la part des États-Unis que si vous vous engagez dans un processus de négociation, vous n'autoriserez aucune forme d'attaque contre nous. Si vous ne pouvez pas accepter ces conditions, alors nous serons en guerre. C'était essentiellement le message. J'ai publié cela hier soir sur sonar21.com. Cela signifie que dorénavant, l'Iran va se préparer à la prochaine vague d'attaques. Je ne pense pas. Je veux dire, l'Iran ne va pas lancer de frappe préventive contre qui que ce soit. Ils vont se retenir. Mais ils répondront s'ils sont attaqués, et ils répondront avec encore plus de force que la dernière fois. Et maintenant, ils n'ont plus à s'inquiéter de bombarder le port d'Eilat, puisqu'il est fermé. Donc je pense que l'Iran a compris qu'il s'était fait avoir. Il a fait confiance aux États-Unis, pensant qu'ils participaient à un véritable processus diplomatique. Et au lieu de respecter les négociations, les États-Unis s'en sont servis comme d'un subterfuge pour tenter de décapiter la direction iranienne et de détruire le pays. Il semble que l'Iran se rapproche beaucoup de la Chine et de la Russie en matière de système de défense aérienne. Larry, quel est ton avis sur leur système de défense aérienne? Avons-nous des informations sur le système de défense aérienne chinois? Je ne pense pas. Ils continuent de dire que l'Iran va obtenir le système de défense aérienne chinois. Je crois que le seul cas récent où on l'a réellement vu opérer dans un environnement de combat, c'était au Pakistan, et je ne suis pas certain de son efficacité. Apparemment, il a abattu des avions français. Je suppose que l'Inde utilisait des avions français, et les Pakistanais disposent du système chinois. Le seul pays qui possède un système de défense aérienne éprouvé, capable d'abattre des balistiques, des missiles de croisière et des drones, c'est la Russie. Je ne sais pas ce que pensent les Iraniens. Je sais que si j'étais à leur place, pour prendre des décisions, je choisirais la Russie, pas la Chine. Parce que pour moi, l'équipement chinois n'a tout simplement pas été éprouvé au combat. Vous savez, ça peut sembler bien sur le papier, mais est-ce que ça peut vraiment faire le travail? Alors que le système russe repousse de multiples attaques de drones, et ils ont neutralisé le missile Attack-MS, le missile Storm Shadow. Donc, vous voyez, ils ont prouvé que l'équipement russe est capable de remplir sa mission.
D'après vous, Larry, la priorité du système de défense aérienne iranien est-elle d'abattre les avions de chasse eux-mêmes ou de cibler les missiles lancés par ces avions? Oui, tout ce qui précède, tout ce qui précède. Selon vous, laquelle de ces options est la plus facile à réaliser pour l'Iran? Abattez les avions, les appareils à voilure fixe. Toucher les missiles de croisière peut être plus difficile car ils sont plus petits, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous notez à juste titre que des systèmes comme le Patriot sont conçus pour intercepter des avions, pas des missiles balistiques, et cela a été prouvé à maintes reprises, tant en Ukraine qu'en Israël. Ils sont nuls. Le Patriot est nul pour gérer les missiles et a même du mal avec le drone Jiran. Mais, vous savez, c'est là que la Russie a un avantage clair. Non seulement avec les S-300, S-400 et S-500, mais ils disposent aussi du système Pantsir. Ils ont donc un système de défense aérienne en couche capable de faire face à une variété de menaces. C'est finalement ce dont l'Iran a besoin. Voici ce qu'a déclaré Maria Zakharova hier. Larry, Moscou estime avoir le droit d'utiliser des armes contre des cibles militaires dans les pays qui permettent à Kiev de frapper en profondeur la Russie avec leurs armes. Quels sont les développements ou changements récents dans la région qui ont suscité autant d'inquiétudes concernant la Russie, frappée par ces missiles, qu'ils proviennent des États-Unis, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni? Eh bien, il y a eu des discussions, et je tiens à insister sur le fait qu'il s'agit de discussions et non d'actions, concernant l'envoi de missiles à longue portée. Lorsque la nouvelle est sortie, je crois la semaine dernière, que les États-Unis envisageaient de fournir des missiles de croisière Tomahawk à Kiev, c'était déjà une ligne rouge. Le problème avec le Tomahawk, c'est qu'il peut être équipé d'une ogive nucléaire. Lorsqu'il est tiré, il ne change pas de couleur particulière. S'il transporte une ogive nucléaire, il devient rouge. S'il transporte une ogive conventionnelle, il devient vert. Non, il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il transporte. Donc, en tant que planificateur militaire russe, vous devez supposer qu'il tire une arme nucléaire sur nous. L'avertissement de Zakharova, je l'appellerai un avertissement subtil à l'Occident, est que si les Allemands décident de fournir un missile Taurus, alors des cibles en Allemagne seront frappées par la Russie. Et ils peuvent le faire très facilement avec un missile russe. Il en va de même pour n'importe quel autre pays. Mais regardez, voici le problème auquel ces pays sont confrontés. Ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne ne disposent de vastes stocks de missiles longue portée qu'ils pourraient acheminer pour tenter de changer la donne stratégique. En fait, les Allemands, malgré ce que dit Scholz, tous les autres Allemands disent « Oh, attendez une minute, ce sont des cow-boys. Nous n'allons pas faire ça. Nous n'allons pas élargir cette guerre. » La France fait face à une véritable crise économique. Donc la dernière chose dont elle a besoin, c'est d'aggraver cette crise en entrant dans une guerre ouverte avec la Russie. Les Russes réagissent à ce que dit l'Occident, et ils réagissent publiquement simplement pour dire « Hey, vous ne pouvez pas continuer à nous menacer comme ça et penser que nous n'allons pas répondre, parce que nous le ferons. Vous êtes prévenus. » Alors, quel est l'intérêt ici? Attaquer Joe Biden encore et encore, alors que vous êtes le président des États-Unis. C'est vous qui êtes aux commandes. Eh bien, ma première réaction serait « Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse envers ta horde MAGA? Tu n'es pas sorti de la guerre. C'est ta guerre maintenant. Alors pourquoi fais-tu cela? Mais je sais pourquoi il le fait. Nima, au cours des 72-96 dernières heures, le mouvement MAGA a commencé à se fissurer. Il commence à se diviser en son cœur même.
Une partie de cela vient de l'un des confidents et bons amis de Trump, et je lui parle tous les jours, Tucker Carlson, qui l'a dévasté. D'abord avec l'exposé sur l'affaire Epstein, ensuite avec sa quasi-démolition du sénateur Cruz, troisièmement avec sa célébration presque publique du fait que MAGA se fracture, et puis son interview avec le président iranien. Il a provoqué la division de la base de Trump, sa base fondamentale. Et l'un des sujets sur lesquels il se divise, bien sûr, et cela a été de plus en plus le cas, lentement, mais sûrement, c'est Gaza. Mais maintenant, c'est vraiment le cas à propos de l'Ukraine et de son incapacité à tenir ses promesses. Même Marjorie Taylor Greene, j'ai failli tomber de ma chaise ce matin en regardant la vidéo où elle parle de ces questions et de Donald Trump et de ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il avait promis de le faire, avec des termes très virulents. Il perd du monde, à part des crétins et des imbéciles comme Lindsey Graham. Il perd du monde, il perd sa base, et il n'en est qu'à quelques mois de la première année de son second mandat. Voilà la première raison. Il cherche désespérément des mots, des déclarations, des actions qui pourraient restaurer ne serait-ce qu'un semblant de solidité dans sa base. C'est la première chose. La deuxième chose, je pense, c'est qu'en plus de cela, nous sommes dans une situation très différente aujourd'hui. Et je ne suis pas du tout certain que Trump le comprenne. Et plus important encore, je ne suis pas sûr, je sais que son cabinet ne le comprend pas, aucun des principaux responsables ne le comprend, mais je ne suis pas sûr que les milliardaires qui le soutiennent le comprennent, sauf peut-être de façon très négative. Je vais prendre quelques minutes pour expliquer ce que je veux dire par là. Tout d'abord, nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale. Nous sommes déjà engagés dans la Troisième Guerre mondiale. J'ai recommandé à certaines personnes ce matin de se procurer un exemplaire d'un traité dont la prose est absolument magnifique, dans ce style du tournant du siècle du 19e au 20e siècle. John Maynard Keynes écrit, c'est un vrai plaisir de le lire, mais ce n'est pas agréable de réfléchir à ce qu'il dit. Le livre est une petite brochure publiée après que le traité de Versailles a été élaboré, tel qu'il était, et il s'intitule « Les conséquences économiques de la paix ». John Maynard Keynes était alors le principal expert économique lors de la conférence, chargé d'en faire le compte-rendu et de traiter les aspects économiques de la paix. Si vous regardez cela et si vous considérez, et bien sûr, JMK n'avait aucune idée qu'il était en train de prédire l'avenir. Mais si l'on regarde ce qu'il décrit comme les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne et la France ont courtisé, ont voulu que 1914 arrive, ont voulu la guerre, ont en quelque sorte provoqué la guerre, c'est parce que l'Allemagne devenait non seulement la puissance dominante sur le plan économique, technocratique et dans tous les domaines. Elle surpassait à la fois la France et la Grande-Bretagne en termes de population et de portée impériale, dont jouissait surtout la Grande-Bretagne, mais aussi la France à cette époque. En d'autres termes, comme il le souligne dans le traité, les deux pays, la France et la Grande-Bretagne, voulaient restaurer leurs empires aussi rapidement que possible, les renforcer, les consolider. L'Allemagne était la plus grande menace, et ils ont estimé que la guerre était la meilleure solution. Alors oubliez l'archiduc Ferdinand et tout le reste, l'automaticité des plans de mobilisation. Et c'est eux voulaient faire la guerre. Ensuite, il aborde les conséquences économiques de la paix et il démontre de manière concluante que cela n'a pas fonctionné. Cela n'a pas fonctionné. En fait, ça a probablement fait reculer les deux empires, surtout sur le plan économique. Ils devaient leur vie aux États-Unis. Ils devaient tout ce qu'ils possédaient aux États-Unis, principal banquier de leurs efforts. Donc 20 ans plus tard, et ils ont conçu la paix pour cela. Et c'est l'homme qui peut vous dire qu'ils ont conçu la paix dans ce but. Lloyd George, Clemenceau, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson est, je pense, très bien défini comme la personne la plus incompétente à avoir jamais mis les pieds dans la pièce.
Il a simplement perdu face à Lloyd George et Clemenceau, tout simplement. Ils ont donc déclenché la Seconde Guerre mondiale et ils ont entraîné leur pays dans cette guerre afin de restaurer leurs empires. Winston Churchill plus résolument que quiconque. Et ils ont détruit ces empires. La France et la Grande-Bretagne ont détruit leurs empires. Maintenant, ils s'accrochent aux jupes de l'Amérique. Eh bien, ce que je veux dire ici, c'est que c'est exactement ce que nous faisons en ce moment, avec la Chine remplaçant l'Allemagne par rapport à nous, et nous remplaçant la Grande-Bretagne et la France par rapport à ces deux-là. Et nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. Les combats, les premières escarmouches et batailles, ce ne sont pas de simples escarmouches en Ukraine, c'est assez sérieux, et même en Asie du Sud-Ouest, c'est assez sérieux, sont en train d'être menées en ce moment. Le long de la ligne centrale, il y a des opérations clandestines en cours dans la Baltique et l'Arctique. Il y a des fomentations de guerre en Asie du Sud-Ouest. Ne pensez pas un instant que nous en avons fini avec cela. Bibi nous entraînera dans une guerre avec l'Iran. Au final, nous allons faire la guerre à l'Iran. Si vous écoutez l'interview de Tucker avec le président iranien ce matin, ou plutôt je l'ai écoutée ce matin, je crois qu'elle a été réalisée il y a 1 ou 2 jours. On ne peut que compatir avec le président iranien, car il ne comprend toujours pas. Je veux dire, si on le prend au pied de la lettre maintenant, il pourrait être en train de dissimuler. Je le ferais à sa place. Mais s'il exprime vraiment ce qu'il pense, et ce que pense l'ayatollah et l'a autorisé à dire, il est encore trompé. Il pense encore qu'il peut collaborer avec les États-Unis. Si j'étais à sa place en ce moment, je construirais une arme nucléaire si rapidement que cela ferait tourner la tête de Kim Jong-un. Je construirais une arme nucléaire et je dirais, voilà, fait accompli. Allez-vous-en, Israël. C'est là où nous allons. Nous nous dirigeons vers une nouvelle bataille dans cet arc de crise que j'ai déjà décrit. Mais nous sommes en Troisième Guerre mondiale. C'est la Troisième Guerre mondiale. Trump n'a pas la moindre idée. Il n'a pas la moindre idée, pas plus que quiconque dans son cabinet, à part poursuivre cette guerre aussi loin que nécessaire pour restaurer l'Empire américain. Et c'est une situation très dangereuse. Parce que pourquoi? Ce n'est pas comme en 1914. Ce n'est pas comme en 1939. Nous avons des armes nucléaires. Terry, qu'attend l'Europe des États-Unis? Ils demandent plus d'armes, mais peuvent-ils les obtenir? Ils peuvent obtenir des armes, mais ils ne peuvent pas obtenir ce dont ils ont besoin, et ils ne peuvent pas obtenir les armes dont ils parlent, comme les PAC-3 Patriots et ainsi de suite, dans des quantités proches de ce qu'il leur faudrait. Et je ne suis pas sûr que ça leur serait utile de toute façon, sauf à fournir plus de cibles aux Russes. Cela ne leur servira à rien. Et ce que nous faisons, c'est non seulement épuiser nos propres stocks à un point tel qu'il est probablement incompréhensible de voir ce que nous nous infligeons, mais nous épuisons aussi les stocks de l'Europe. Nous parlons maintenant d'utiliser les agences de renseignement, MI6, la CIA et le Mossad principalement, pour déplacer des armes à l'intérieur du tissu européen. Et c'est absurde. Je sais que des gens comme Mark Rutte, qui a le cerveau d'un phacochère, sont d'accord avec ça, mais je veux dire, Rutte me montre qu'il est pire que Stoltenberg. Il ne comprend absolument pas ce qu'il fait. Il ne comprend pas où il mène l'Alliance, ni où ça va finir. Parce que, comme je l'ai dit, on parle de s'engager dans une troisième guerre mondiale et ils vont perdre. Mais tout le monde va perdre. Parce que lorsque l'Empire américain réalisera qu'il est en train de perdre gravement, catastrophiquement, il utilisera des armes nucléaires. Pourquoi l'Allemagne veut-elle des missiles à longue portée?
Il parle d'une portée de 2000 km pour ces missiles. Compte-t-il les utiliser contre la Russie? Et quelle serait la réaction de la Russie? Donald Trump et son administration réfléchissent-ils à ces événements en cours? Parce qu'après tout, on peut dire que l'Allemagne achète ces armes, mais si elles devaient être utilisées contre la Russie, quelle serait la réaction? Quelle en serait l'issue? Comment l'administration peut-elle ne pas comprendre les conséquences de ce qu'elle fait en ce moment? Parce que Trump est un idiot, je veux dire, c'est une réponse simple. Mais je pense qu'on est ici face à une situation où la coïncidence du calendrier n'est peut-être pas totalement opportune, mais je pense que Scholz, comme je l'ai déjà dit, n'a plus beaucoup de jours devant lui en tant que chancelier. Je pense qu'il a déjà perdu le soutien de la majorité du peuple allemand. Et une fois qu'ils comprendront de façon viscérale ce qu'il fait, ce sera comme les déploiements de Pershing II par Ronald Reagan et son administration. Quand nous avons tellement perturbé l'Europe, nous avons failli la perdre. Nous avons failli briser l'OTAN avec ça. Le traité INF, bien sûr, en a été la conséquence quand nous avons décidé que ça suffisait. Nous avons donc avancé et conclu, avec les Russes, les Soviétiques à l'époque, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. C'est vraiment ce qui a permis d'y parvenir. Mais le tollé en Europe concernant le déploiement des Pershing II n'était pas très différent du tollé qui va se produire à propos de cela, surtout si l'un d'eux est utilisé et que l'Allemagne y appose sa marque. Merz est fini. Il disparaîtra du jour au lendemain. Nous sommes donc face à une situation politique qui pourrait nous offrir une solution partielle en ce qui concerne l'Allemagne. Mais même si ce n'est pas le cas, Nima, cela ne changera rien, si ce n'est rendre Poutine encore plus impitoyable dans la conduite de son opération militaire spéciale. Et c'est déjà assez impitoyable en ce moment. Je veux dire, il prenait une ville par semaine. Maintenant, il prend une ville par jour, voire 2 ou 3 villes par jour. Et l'Ukraine est pratiquement en train de s'effondrer sous le poids du rouleau compresseur. Tout ce qu'il a à faire, c'est de continuer sur cette lancée. On se demande maintenant s'il ne va pas être incité à aller beaucoup plus loin qu'il ne l'avait initialement prévu, y compris prendre Odessa. Je dirais qu'en ce moment, c'est du 50-50. Il va probablement prendre Odessa, et il ne la rendra pas plus qu'il ne rendra les provinces de l'Est, ou la Crimée, ou quoi que ce soit de ce genre. Nous sommes donc en train de simplement perpétuer le conflit, afin en réalité de donner à Poutine plus de territoire et davantage de l'Ukraine. L'Ukraine sera véritablement un État résiduel, si tant est qu'il en reste quelque chose, une fois que tout cela sera terminé. Et Donald Trump, à la fin des 50 jours, inventera une nouvelle sorte de chose. Le mandat de 50 jours n'a aucun sens. Il n'a aucun sens venant de Trump. C'est ce qui m'a dérangé ce matin chez le président iranien, sa naïveté, si c'est bien le mot, et si ses propos ont été bénis par le guide suprême, et signifient donc une acceptation assez large de ses paroles, qu'il soit même encore disposé à parler aux États-Unis. C'est stupéfiant qu'ils en soient arrivés là, surtout en sachant que Netanyahou est toujours en place. Je viens de regarder une vidéo de Katz, le ministre de la Défense, entouré de plusieurs autres généraux, alors qu'ils inspectaient l'opération humanitaire à Gaza. Qu'inspectaient-ils exactement? Ce matin, l'ONU a annoncé que 675 personnes avaient été tuées ces derniers jours autour de ces points de distribution alimentaire humanitaire. C'est ce qu'ils sont. Ce sont des lieux de mort. Et c'est ce que, chaque jour, Haaretz rapporte que 75 personnes sont mortes aujourd'hui à l'endroit de distribution alimentaire. 100 sont mortes aujourd'hui. 35 sont mortes aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils font. Tuer des gens. Continuer le meurtre des Palestiniens aujourd'hui, alors qu'ils essayent d'obtenir de la nourriture et de l'eau.
C'est la chose la plus impardonnable qu'on puisse imaginer. Et voici le ministre de la Défense qui ricane dans la vidéo, riant avec ses généraux alors qu'ils regardent cette destruction se produire. Et nous en faisons partie. Nous en faisons partie. Nous l'approuvons. Nous collaborons avec cela. Nous allons apparemment maintenant approuver tout ce que Netanyahou veut faire pour déplacer ces gens ailleurs, où que ce soit, ou pour créer une belle ville à Gaza où ils pourraient vivre, temporairement bien sûr, un camp de concentration sous un autre nom. Et pendant ce temps, en Cisjordanie, la situation ne fait qu'empirer. En Syrie, ils viennent d'attaquer à nouveau pour défendre les Druzes. Au Liban, ils ont déclaré que le cessez-le-feu n'existait pas. Ils ont dit au gouvernement libanais qu'il ne partirait pas. C'est inadmissible. Nous cautionnons cela, mais comme je l'ai dit, c'est un théâtre de la Troisième Guerre mondiale. Il reste à voir si nous allons rouvrir la guerre avec l'Iran et quand nous allons le faire. Et est-ce que nous allons le faire de notre propre initiative, ou allons-nous laisser Netanyahou la déclencher et faire comme si nous avions été entraînés dedans? Je prédis que c'est ce que Trump fera parce qu'il est en gros un lâche. Larry, tu as mentionné l'interview avec le président iranien, Massoud Pezeshkian. Il a été critiqué. Les gens, je ne sais pas à quel point tu lis les médias iraniens ou à quel point tu es au courant de ce qui se passe, mais ils l'ont littéralement démoli après l'interview. Et on peut imaginer. Parce qu'il pensait qu'il avait humilié la position iranienne. Il a humilié le camp iranien parce qu'il voulait, je ne sais pas si, et je ne vois aucun autre gouvernement en Iran venir et être prêt à discuter avec les États-Unis, à part ce gouvernement. Vous savez, en l'écoutant, je pense que j'ai ressenti la même chose que certains Iraniens ont pu ressentir. Et je me suis demandé, est-ce qu'ils sont en train de le piéger? Est-ce que l'ayatollah et les autres, ceux qu'on appelle les durs, sont en train de le piéger? Ou ont-ils rédigé ses propos pour pouvoir s'en débarrasser? Parce que c'est à quel point j'ai trouvé ces propos insensés, presque fous quand on pense à ce qui est arrivé à l'Iran. On aurait dit qu'il était intimidé, qu'il parlait comme un homme intimidé, un président intimidé. Et pourquoi seriez-vous intimidé par une attaque de type Yamamoto contre vous? Je lisais une partie de la presse iranienne, et il parlait du fait que ces personnes avaient été assassinées. Elles étaient plus ou moins en permission, pour ainsi dire. Elles prenaient un peu de repos, parce que la situation s'était un peu détendue. Elles étaient avec leurs familles, elles étaient avec leurs enfants, et elles ont été assassinées. Des actions typiquement israéliennes. Mais ce n'est pas cela qui pousse un président à se lever et à faire un discours comme celui-là, à donner une interview comme celle-là. Donc je prends les Iraniens au mot, ce que vous me dites sur leurs sentiments. Je ressentirais la même chose. Vous ne pouvez pas attaquer un pays et penser d'une manière ou d'une autre que cela va renverser le gouvernement à cause de votre attaque. C'est incroyable, Larry, ce qui s'est passé. Comment dire? C'est de la stupidité maladroite. Je veux dire, c'est juste. Ça me ramène directement à ma propre guerre, celle que je connais le mieux, le Vietnam, où nous pensions que bombarder Ho Chi Minh le ferait céder. Cela l'a seulement rendu inflexible. Cela l'a rendu absolument inébranlable. Et cela a eu le même effet sur ses généraux, ses colonels et ses soldats sur le terrain. Je sais que pendant mon séjour au Vietnam, je combattais des régiments de l'armée nord-vietnamienne, arborant l'étoile rouge, des durs à cuire. Ils étaient absolument déterminés à poursuivre le conflit. En fait, le Tet avait éliminé leur adversaire le plus probable, s'ils étaient victorieux dans le sud, le Viet Cong. Le Tet avait pratiquement éliminé le Viet Cong,
Et notre réponse à l'offensive du Tet avait pratiquement éliminé le Viet Cong. Je ne pouvais pas trouver un seul Viet Cong à combattre. Je trouvais des soldats endurcis, en treillis kaki, arborant l'étoile rouge de Ho Chi Minh, à combattre. Voilà ce qu'ont fait les bombardements. Voilà ce qu'a fait notre contre-offensive contre le Viet Cong. Vous n'allez convaincre personne de soutenir son gouvernement en le bombardant à outrance. Impossible. Jesus out of the people. No way.